don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Moi, je trouve ça enrichissant, tabarouette. Parler du monde autour, qui ont leur business, leurs projets, leurs affaires, ça t'alimente à quelque part. T'sais. Ben oui, mais non. Mais tu sais, c'est le fun parce qu'on a vu comme grandir un peu notre background, puis tu sais, au niveau études, puis après, niveau affaires, tu sais, on s'enlignait peut-être autrement, tout ça, mais puis de se revoir après, de voir, OK, shit, le cheminement qu'on a fait, moi, je trouve ça fucking nice. Hein, puis ça reste qu'on est jeune, tu sais, même quand tu regardes LinkedIn, le monde que tu ouais, non, c'est ça. Tu regardes, puis les carrières d'école, puis moi, je trouve ça impressionnant. C'est fou, là. Ça part dans toutes les directions, puis il y en a que jamais tu te serais douté qu'ils auraient fait ça. Non, mais... C'est beau à voir. C'est fou parce que je reviens vraiment loin, mais j'avais un ami au secondaire genre qui c'était sûr qu'il se lançait en affaires. Genre, il avait parti sa propre marque de vêtements, il était créatif, il faisait ses propres designs. Finalement, il fait complètement autre chose. En fait, je sais même pas s'il est encore en business, là, mais... Puis, moi qui étais vraiment pas dans cette lignée-là, ben là, je suis à 100% dedans. Fait que, tu sais, des fois, tu penses que quelqu'un est fait, t'es né de même, mais finalement, il rencontre certaines personnes, tu développes certaines capacités, puis tu te lances en affaires. J'ai remarqué souvent des gens qui sont comme créateurs, plus que, tu sais, organisateurs. Organisateurs, c'est plus le monde qui ont la fibre de genre de créer, de rêver, ces affaires-là. C'est ceux qui donnent l'impression, eux autres, ils vont partir. Puis j'ai l'impression que c'est souvent ceux qui finissent employés de la vie. C'est la vision que quelqu'un d'autre bâtit souvent. Parce qu'il manque d'outils la plupart du temps. Oui, parce que des créateurs peuvent se lancer en affaires et tout ça, mais mettons un artiste, c'est un bon exemple, mais il n'y a peut-être pas la mentalité business pour faire croître. Niveau marketing, qu'est-ce qu'on fait? Niveau finance, comment budgéter, faire des fiches Excel, c'est pas le fun, mais c'est nécessaire, prévoir. Même si tu as la capacité, si ça t'allume pas de faire ta gestion de données puis d'optimiser tes processus, exact. C'est pas. Exact, optimiser tes processus, c'est tellement vrai. Puis fais-le pas, puis c'est comme, j'aimerais bien ça le déléguer, mais tu sais, comme mettons, déléguer la création de mon site web, on peut le faire nous-mêmes. Fait que, tu sais, anyway, quand on se lance, on porte tous les chapeaux aussi. 100%. Anyway, mais c'est intéressant. Fait que, écoute, bienvenue au podcast, Maxime Mignot. Je suis très content de te recevoir. On a fait un petit meeting préparatoire. Puis, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, on se connaissait au Collège Montmorency. Toi, tu étais en technique comptabilité. Moi, j'étais en gestion de commerce. Il y avait aussi Chloé Legault, je crois, qui était dans ta technique. On avait... il y en a beaucoup qui se croisaient. On avait des 100%. communs. Fait que... on avait comme un tronc commun au début. Puis, c'est toutes des personnes que je côtoie encore. Angela aussi, qu'on parlait tantôt, Emmanuel. Mais c'est le fun de voir grandir ces gens-là, puis de développer justement nos projets ensemble, collaborer. 100%. Puis je suis toujours prêt, que ce soit pour aider ou accompagner, je suis toujours là aussi. Là. Je pense qu'on peut s'entraider. Je pense que c'est mutuel. Mutuel, oui, exact. C'est de s'amener vers le haut, tout le monde ensemble. Pourquoi pas? C'est ça le but. C'est pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont la vision du monde des affaires très shark. Là, très comme compétition. Un contre l'autre. Puis non, je veux dire, même si, mettons, toi aussi, tu avais une agence créative de création de contenu, je suis comme, techniquement, oui, on est en compétition, mais c'est comme, moi, mais disons, j'ai un client qui m'approche, puis je suis pas à l'aise ou je pense pas que je suis un bon fit, je vais peut-être te le forward, là, tu sais. Sans, puis des gens qui vont le forward en voulant avoir une cote, tu sais, je te le donne, puis je te fais confiance. C'est tellement curieux que tu t'amènes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais, je suis en comptabilité. Je suis entouré de 5 personnes qui font exactement la même chose que moi. Puis on se réfère des clients, nous autres, il n'y a pas de cote, il n'y a rien, mais on utilise les spécialités de chacun pour aller donner le meilleur service possible, puis on garde dans notre environnement les clients pour tous leurs besoins. Puis au final, c'est le client qui est gagnant, puis nous autres, on gagne en expérience, on partage, puis on a une belle communauté. Je trouve que c'est tellement plus bénéfique que d'être seul dans ton coin, puis essayer de rusher, puis de battre contre tout le monde. C'est pas la même game. C'est vraiment pas pareil. Non, c'est plus fun aussi. Je pense que c'est un des pourquoi je me suis lancé en affaires, c'est ça, c'est de collaborer avec les gens, puis même qu'au début, par contre, j'avais la notion contraire d'être seul chez moi, puis de travailler, puis d'être un peu dans le grind, là, puis le lone wolf un peu, puis j'étais comme, hey, ça marche pas, là. Non. Tu sais, de te recroqueviller, puis de penser que tu as toutes les idées absolues, que tu as la bonne solution, puis que finalement, attends, là, tu rencontres quelqu'un qui t'amène quelque chose que, oh, OK, lui, il a compris quelque chose que j'ai pas compris. Plus tu communiques, plus tu trouves des petites affaires que tu fais comme « Oh, shit, je l'avais pas pantoute, cette bout-là. » Mais non, du tout. Vraiment. Fait qu'écoute, on va pouvoir en parler mindset aussi pendant le podcast, mais Max, parle-moi un petit peu plus de tes services en comptabilité. Yes, en gros, je me suis spécialisé autour du rattrapage, de tout ce qui est de l'optimisation, de l'automatisation, essayer d'enlever du poids au niveau des chiffres pour les entrepreneurs, puis
essayer d'outiller, dépendamment des besoins. Là, il y en a que c'est vraiment juste, il faut que ça se fasse. Il y en a qui veulent aller plus loin, ils veulent développer, ils veulent spécialiser leur entreprise, ils veulent conquérir un marché. Ben, c'est pas les mêmes outils. On va chercher de l'analyse financière, on va chercher de l'automatisation avec des nouveaux logiciels, un nouvel environnement web. Ça passe à travers tellement de facettes. Puis je pense que c'est beaucoup d'accompagnement, plus que de la tenue de livre de base que la majorité des gens dans mon domaine font. Ça, c'est vrai. Puis j'ai axé mes services vraiment autour de la synthèse de l'information, puis aider l'entrepreneur à bénéficier de ça. Peux-tu donner un exemple concret? Disons que je t'approche comme j'ai besoin justement que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que tu pourrais m'offrir par rapport à ça? Ben écoute, on commence par identifier tous les besoins que tu as, que ce soit au niveau quotidien et opérationnel. Après ça, on regarde tes outils en ce moment, surtout au niveau des logiciels. En 2025, tu as des outils hyper puissants qui te permettent de décupler tes capacités, puis qui te permettent d'épargner beaucoup aussi sur justement combien tu délègues. Parce que si une tâche te prend 15 minutes au lieu d'1 heure, ben tu es capable de la faire. Fait que on commence par regarder ça, on trouve tes outils, on regarde qu'est-ce que je peux t'amener comme outil supplémentaire, souvent au niveau logiciel, au niveau que ce soit des fichiers de contrôle, des objectifs financiers, ce genre d'outils-là. Puis ensuite, on se prend une démarche, que ce soit du suivi hebdomadaire, mensuel, tout ce qui te permet d'avancer puis de prendre en main l'information. Parce que le but, c'est pas d'être une béquille de manière permanente, c'est d'outiller pour le succès. Puis toi, tu te précises vers les travailleurs autonomes? Travailleurs autonomes, petite entreprise, moyenne entreprise. Récemment, là, je m'en vais vers les entreprises jusqu'à 5 millions de chiffre d'affaires annuels. Fait que ça monte plus vers le haut, mais je te dirais que ça prend beaucoup d'hyper-spécialisation pour aller chercher vraiment le top de la coche. Fait que je suis en train de bâtir une expertise pour les aider dans les besoins plus pointus. Fais-tu fermeture d'entreprise? Ben, pas fermeture, mais fin d'année, tenue de livre? Fin d'année, en fait, je fais de la préparation à la fin d'année. J'aide les gens à optimiser leur entreprise, leurs chiffres fiscaux pour qu'il y ait une meilleure chance de demander de l'argent aux institutions financières, se préparer justement là, à demande de prêts, de financement. Mais au niveau de déclaration, j'ai essayé de me détacher de ça. C'est un côté plus fiscal, plus vraiment le carré, d'aller chercher les exigences, etc. Puis c'est pas là où je peux aider le plus un entrepreneur. C'est pas le plus rentable de mes services. Ben écoute, Max, j'ai même pas pensé à ça, là, mais il faudrait qu'on s'assoie là, puis parler de ça pour moi, là, personnellement. Optimiser justement, voir où est-ce que je peux mieux placer mon argent ou faire des prévisions. En tout cas, on s'assoira ensemble tantôt, on prendra un petit peu de temps. Là, mais c'est intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui comprennent pas leurs chiffres. Peut-être qui payent justement un abonnement ou qui payent quelque chose dans le beurre. Peut-être qu'il y a de l'argent qui roule qu'ils ne voient même pas passer. Ou qui ne regardent pas ça, ou ils ne veulent pas regarder ça, malheureusement. T'sais. Le plus poignant, je te dirais, c'est pas nécessairement les dépenses qui sont dans le vide, mais les dépenses qui sont sous-estimées. Souvent, de voir ton marketing te pitcher 500$ ce mois-ci dans Facebook Ads, qui a donné absolument rien. Puis de l'autre côté, tu as payé 300$ pour faire partie d'une organisation, d'une communauté dans ta région, puis ça t'a amené 5 clients cette année. Ben, tu sais, de comprendre de où tes revenus viennent, quelles dépenses ont été plus payantes, puis de prendre contrôle de ton processus au lieu d'y aller à l'instinct, ça finit par être payant. Tu finis par taper sur les bons clous, puis c'est là que tu t'amènes plus de home run. Pourquoi tu penses que les gens, les propriétaires d'entreprise, ont de la difficulté peut-être à prendre le temps de s'asseoir puis de regarder ça, mettons, rationnellement? Là, je pense que les gens se sentent mal outillés. Tu pars avec la prémisse que c'est compliqué, c'est un peu... Ça prend du génie, ça prend de l'expérience pour être capable de figure out le processus puis d'avoir les bonnes bases. Mais en fait, la majorité des outils qui sont nécessaires pour te permettre de faire ces calculs-là sont disponibles en ligne. Tu as plein de plateformes qui font des calculs automatiques, qui t'offrent des objectifs directeurs de base, puis qui font la majorité des calculs pour toi. Puis tous les calculs qui sont pas faits par une plateforme, tu peux trouver de l'information. Si tu es un minimum autodidacte, il n'y a rien d'impossible. Je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir le guts de se lancer et de s'essayer. Oui.
Puis je veux dire, en fait, c'est ça qui revient souvent quand on parle de finances ou de budget personnel, mais t'as pas les moyens de pas t'éduquer par rapport à ça, ou de t'informer. Ben, je pense. Je pense que les gens sous-estiment le pouvoir de ça. Souvent, c'est vu comme un fardeau. C'est comme c'est un poids, je me dois de faire mes chiffres, je me dois de faire ma comptabilité parce que j'ai des taxes à remettre, j'ai des impôts à déclarer, ça me tente pas, il faut que je scanne mes factures. C'est vraiment lourd. Mais au final, tu peux peut-être doubler ton chiffre d'affaires cette année juste en prenant le temps de regarder tes chiffres puis en t'assoyant une fin de semaine devant ton ordi. Puis je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est payant. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça, oui, qui est payant, c'est ça. Puis je pense que c'est aussi ce qui rassurerait peut-être les gens, c'est d'établir une structure pour eux, de savoir, je peux pas croire que la manière la plus optimale pour regrouper toutes tes factures de gaz, de restaurant, c'est dans un petit sac Ziploc là, par mois. Là, je m'excuse, mais il doit y avoir d'autres manières. 25, là, tu sais, à un moment donné, là. Non, ben en fait, moi, j'ai été chanceux. Dans le fond, j'ai travaillé dans un cabinet qui faisait de la comptabilité infonuagique purement, aucun papier. Puis ça m'a permis de me spécialiser dans des logiciels au goût du jour. Puis, pour le nommer, l'outil principal là, dès que tu as genre une centaine de factures par mois, ça s'appelle Dext. Okay. Puis c'est hyper puissant avec la majorité des logiciels comptables qui sont sur le marché en ce moment. Bon, il est spécialisé avec QuickBooks parce que c'est la même compagnie, mais dans le fond, le logiciel te permet de scanner les factures avec ton téléphone. Nice. Puis, il auto-interprète les factures. Fait que tu as juste à faire de la correction par la suite. Puis, tu peux faire des règles fournisseurs. Tu peux setter plein d'informations automatiques. Puis, tu sais, moi, en étant formé avec ce logiciel-là, dans une journée, j'ai déjà passé 3000 factures. Fait que tu passes d'une efficacité où, tu sais, dans une journée, tu es chanceux si tu en as fait 200 à 3000. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu viens de prendre ton mois, tu l'as fait en même pas un après-midi, tu sais. Non, moi, je suis pas rendu à envoyer 100 factures par mois, là. Faudrait que je incluant dépenses et ventes. Ah, ok, oui, ça, c'est Une sûr. fois que tu as un volume d'à peu près 100 opérations à faire manuellement, ok, je comprends. C'est rentable. Clairement, c'est bon. Ça coûte 35$ par mois. C'est rien, là. Pour le temps que tu sauves, mais c'est calculé justement, tu sais. C'est ça. Mais c'est le coût d'opportunité. Oui, et voilà. C'est ça. Et voilà. Non, c'est crazy, tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai ce challenge-là d'optimiser puis d'automatiser, en tout cas, ces processus-là, parce que juste prendre le temps, mettons, tu sais, on fait un podcast, on fait 8 capsules, peu importe, c'est 800$, on envoie la facture avant le shooting. Ça me prend, je sais pas, 15 minutes. Tu sais, faire le courriel, produire, tu sais, planifier tout ça. Je sais que c'est absolument possible de l'automatiser, puis de l'amener à une manière que je peux sauver du temps, tu sais, puis écoute, ça finit plus, là, tu sais, fait que je suis rendu à ce point-là, je crois, de changer mes systèmes, du moins. Oui, ben écoute, on pourra en parler en détail, mais tu sais, il y a tellement de belles opportunités avec des logiciels, entre autres, genre Pipedrive, au niveau de l'envoi de contrats, puis de suivi client. Le but, c'est d'automatiser tous les processus qui sont pas essentiels à la communication. Puis que la portion, personnalisation, ça reste humain. Puis, surtout pour les contrats, ben, il y a une bonne portion qui est la même affaire. La facture, même chose. Tu feras pas sentir ton client spécial parce que tu as écrit ta facture avec 2 mots différents. Mais ton courriel, il peut avoir une partie standardisée puis une partie plus personnalisé. Oui, 100%. Fait que c'est de bâtir justement cette structure-là, sauver 5 minutes ici, 15 minutes là, puis à la fin du mois, si tu as sauvé 6 heures, ben ton logiciel à 50$, il est rentable à tabarouette. Puis tu sais, le pire, c'est que je suis 100% d'accord, puis je pense que la mentalité justement des propriétaires qui le savent, là, que ça peut juste sauver du temps, mais c'est comme, je suis habitué à cette méthode-là, ça fonctionne, il n'y a pas de, il y a presque pas de problématique par rapport à ça, à part une perte de temps significative. Fait que d'essayer puis d'innover, c'est un casse-tête. Il faudrait que je me mette du temps dans ma journée pour établir ça. Fait que je pense que c'est un peu ça. Le changement, c'est difficile à accepter. Oui, c'est ça. Je pense qu'au final, plus que tu attends, plus tu te tires dans le pied, plus ça devient lourd. Ça empire, puis moins tu as les capacités de faire face au changement parce que tu es étiré, ton élastique il est au bout de la corde. Puis plus que tu prends de l'avance, plus que ton temps se libère, plus que tu es capable de mettre du temps sur des petits détails que tu n'aurais pas pu adresser, puis tu te mets en avant de la vague.
Si t'es en avant de la vague, ton entreprise roule bien, puis t'es en avant de la compétition aussi. Ben oui, c'est ça. Je sais pas si tu libères, 50 heures dans ton mois ou plus, ben mets ce 50 heures-là sur ton marketing, sur ta prospection, Exactement. sur tes ventes, sur ton PR. Tu sais, t'as tellement de choses que tu peux... Ou tu sais, littéralement, ça peut être aussi 50 heures dans ton temps personnel. Absolument. Si tu valorises ça beaucoup plus puis tu en as besoin, ben voilà de même. C'est plus de temps avec tes enfants, plus de temps pour toi, peu importe. Là, mais... Ben, dépendamment de l'industrie, quand tu es le principal représentant de ton entreprise, ben ta qualité de vie a une incidence directe avec la personne que tu es, puis ta capacité à faire bonne impression, à mettre du temps quand ça compte, de passer à travers les roches, puis le bien-être, ça se ressent. Fait que quand tu parles avec quelqu'un qui est mal, qui est tout croche, puis qui travaille 80 heures semaine, tu le vois. Puis quelqu'un qui est en forme, puis qui est capable de gérer sa vie quotidienne parce qu'il ne s'est pas tiré dans le pied au niveau professionnel. Tu le vois aussi, ça paraît aussi. 100%. Puis je pense que ça projette une certaine confiance aussi. Exact. Parce que tu sais que tu es rodé, que c'est efficace, que tu mets en confiance aussi ton client, peu importe. Mais ouais, 100%, si tu y vas day by day, tu vas avoir des oublis, puis même j'irai encore plus loin, du stress, puis même de l'anxiété par rapport à ça. Ouais, là. c'est sûr. Ben, puis ça, c'est d'autres obstacles qui viennent s'ajouter au changement. Quand tu n'es déjà pas bien dans ton quotidien, en plus, est-ce que tu veux te mettre l'inconfort, de l'incertitude dans les pattes? C'est ça, tu arrives dans ta journée de travail, c'est comme « Ah, si j'ai ma to-do list là, à faire. Ouais, hey, je ne tente pas de la finir. » C'est toutes des choses que tu peux... Tu te mettras jamais la side quest au bout. Là. Non. Oublie ça. Non, fait que à 110%, puis je suis curieux, maintenant qu'on parle un petit peu des clés de vie, est-ce que tu as rencontré ce challenger un peu? Tu sais, de travailler fort, puis peut-être de ne pas t'écouter, ou tu sais, tu as dit tantôt que tu avais une blonde, donc tu sais, de prendre du temps avec ta blonde, ça a-tu déjà été un challenge avec le travail? Ben, tu sais, c'est sûr, en comptabilité, c'est beaucoup de deadlines. Okay. C'est toujours une mission deadline. C'est Ouais. quand la prochaine période de déclaration, C'est ça. c'est quand la prochaine grosse décision financière, c'est quand les exigences d'une institution. C'est presque juste une job de deadline. Fait que de réussir à prendre le temps quand tu n'es pas sur un deadline, c'est une nécessité. T'sais. Si tu n'es jamais capable de récupérer, quand tu arrives dans un gros rush, tu es mort dans l'eau. Puis écoute, je l'ai vu, là, j'ai eu des fins de semaine où entre le vendredi et le dimanche, j'ai travaillé, je pense que j'ai travaillé 50 heures. Puis ma blonde était en train de m'aider à 3 heures du matin chez nous, puis elle était découragée pour moi, mais on a passé au travers. Puis ben, la semaine d'après, j'ai pu la sortir, puis on a pris notre temps, puis j'ai récupéré, pris des journées off. Puis je pense que faire un sans l'autre, tu mènes à ta défaite, puis d'être capable de niveler, c'est la clé du succès. Puis je pense que c'est cool aussi que tu as quelqu'un qui te supporte aussi, qui comprend, parce que bon, en relation, ça, quand tu es entrepreneur, ça peut être très difficile justement d'allouer du temps, ou la compréhension de dire ouais, mais j'ai pas le choix pour mon entreprise ou vice-versa, les horaires ne fitent pas. Fait que je pense d'avoir une bonne communication, mais ça peut être un challenge en soi. Là. Ah, c'est un game changer, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi. Fait que la valorisation de ce que je fais est évidente. Puis, il n'y a rien qui la surprend à ce niveau-là. Fait que, en tout cas, même là, je suis quand même chanceux. Là. C'est pas tout le monde qui resterait debout jusqu'à 3 heures la fin de semaine pour travailler. Mais, est-ce qu'elle est à son compte aussi ou c'est dans un cabinet? Half and half. Half and half, c'est nice. Ça, mais je me considère très chanceux. C'est sûr que c'est un cheat code. Là. Ouais, clairement, c'est un cheat code. Ben là, c'est sûr, performance. Là. Ouais. C'est le fun. Ben tant mieux. Puis, tu sais, il y a une question qui me trotte dans la tête. Là. Excuse-moi, Maxime, t'as quel âge pour le podcast? Moi, je suis à 23. T'as 23. Okay, moi, j'ai 25. On est relativement à même âge. Tu sais, à 23 ans, c'est quoi un petit peu tes ambitions? C'est quoi tes objectifs pour les prochaines années? Ben écoute, je pense que mon objectif principal, c'est de stabiliser les choses à long terme, tu sais, d'avoir une bonne base, une bonne communauté, d'avoir des clients que peut-être qu'ils n'ont même plus besoin d'être mes clients, tu sais, dans le futur, tu sais, qui ont réussi, qui sont des avocats de la réussite du travail ensemble. Puis d'avoir cette base-là, en fait, qui va me permettre d'avoir un certain contrôle sur mon quotidien. De pouvoir justement faire la part des choses, de prendre des moments de calme, d'avoir justement plus de contrôle sur mon quotidien. C'est vraiment ça le but, je pense, à long terme. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? As-tu des activités que tu aimes faire? Marcher, les randonnées, c'est sûr que c'est vraiment un plus. Puis je suis un joueur de hockey, fait que deck hockey, c'est sûr que se varger dedans un peu avec les bâtons, ça défoule, mais non. Nice!
Mais non, ça, c'est vraiment, je pense, bouger. Il n'y a pas d'autre solution, hein? C'est essentiel, vraiment. Ouais, je pense que le sport, c'est sous-estimé, mais en affaires, puis peu importe ton mode de vie, si tu es stagnant, puis disons que tu travailles du bureau de chez vous, ça peut affecter énormément ton mental, mais aussi ton physique. Là, tu bouges pas, il faut au minimum une petite marche, aller prendre un petit peu de soleil. Un petit feu là, en arrière d'un clavier, il faut bouger. Oui. Puis je le vois, j'ai beaucoup d'amis qui sont en construction, puis tu sais, on n'a pas le même niveau de santé physique. Maintenant, c'est mieux. Tu sais, je bouge énormément, mais fut un temps où je les regardais aller, puis je me dis, hey, à 20 ans, c'est pas drôle, là, la santé qui descend. Ouais. Je pense que c'est important de le réaliser. Oui, exactement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'en construction aussi, ça peut faire l'extrême contraire de genre, tu fais toujours à l'extérieur, mais tu sais, comme tu peux te faire mal, tu peux te blesser, tu prends pas le temps d'avoir un bon sommeil, bien manger. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu, mais en tant qu'entrepreneur, on a le contrôle sur notre horaire. Fait qu'il faut faire attention que nos clients ne deviennent pas nos patrons 2.0. Fait que c'est à savoir, oui, il y a des deadlines à respecter, évidemment, puis des attentes et tout ça, mais c'est toi qui établis quand tu te lèves. C'est toi qui établis quand tu as une rencontre avec un client. Il faut juste que tu sois rodé puis tu respectes tes engagements avec toi-même. Puis des fois, ça peut être très difficile parce que c'est comme « Ah ouais, mais là, disons que je n'irai pas m'entraîner ce matin parce que j'ai une rencontre avec un client. Je veux me préparer, je suis stressé ou je veux dormir un peu plus. » Mais c'est comme « Attends, tu es peut-être mieux justement d'aller te lever plus tôt, de faire ton engagement. Puis là, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, en confiance 100%. Pour ton meeting. » Au contraire. Le grind personnel est aussi important que le grind professionnel. L'individu que tu es, quand tu es représentant de ton succès, c'est le game changer. Exact. Si tu n'es pas bien, c'est comme qu'on a dit tantôt. Tu n'auras aucun bénéfice pour ton entreprise à te tirer dans le pied et à te mettre de côté. Honnêtement, on va se dire les vraies affaires aussi. Les gens sont superficiels, puis je m'inclus là-dedans, mais la première fois que tu rencontres quelqu'un sans avoir entendu parler ou l'avoir parlé, peu importe, c'est tu vas le juger physiquement, comment il t'habille, comment il se présente, c'est quoi sa carrure aussi. L'apparence est importante. Comment tu te déplaces et tout ça, mais puis après, bien évidemment, comment tu discutes avec la personne. Mais oui, fait que c'est important de prendre soin de toi. Puis, de veux pas, on est les deux dans des entreprises de services, fait qu'on se vend, nous, notre image. Exact. C'est important, de te prendre au sérieux, finalement. 100%, ben, c'est ta réputation. Au final, t'es ta principale tête d'affiche. Là. C'est toi. Là. Fait que... on fait affaire avec Maxime, on fait affaire avec Anthony. C'est ça. Exact. C'est exactement ça. Ouais. Nice. J'aime ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu lis des livres entrepreneuriaux? Est-ce que tu... Oui, puis non, je te dirais... Okay. Moi, je suis extrêmement autodidacte. Ouais. Puis j'ai beaucoup de plaisir à aller chercher des pépites d'informations individuelles. Okay, nice. Je sais que le commun des mortels, c'est plus d'aller chercher des amalgames d'informations, des livres, des formations. Mais moi, je suis une éponge vraiment là. T'aimes ça apprendre par toi-même. Exact. Okay. Fait que je navigue beaucoup, je prends beaucoup de temps pour m'informer sur tout ce que je peux. Je cherche le défi professionnel. Puis ben, ça m'amène à avoir une bonne connaissance générale de l'écosystème dans lequel je travaille. Okay. Puis, ça. Moi, ça a été ma meilleure méthode d'avancer, en fait. Puis, ben, c'est intéressant. Puis parlons justement d'éducation. Qu'est-ce que les gens peuvent faire eux-mêmes? Oui, d'être autodidacte puis de s'intéresser, mais pour aller s'éduquer sur ses finances, sur la gestion d'optimisation peut-être des finances de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour aller s'éduquer? Ben, je pense que justement, pour commun et mortel, il y a beaucoup de formations qui englobe vraiment là, tes besoins puis les meilleurs outils dans notre réalité de 2025. Là. Je pense que de s'informer sur les outils technologiques, c'est une bonne base. Souvent, les logiciels, ils ont des meetings ouverts à tous, comment ils appellent ça, des visioconférences où que n'importe qui peut se joindre aux appels, poser des questions, puis découvrir les possibilités des logiciels, découvrir les facettes que ça peut amener. Fait que des fois, juste de cibler 3-4 choses, un système comptable, un système de vente, un système de marketing, puis d'aller voir un peu ce que les pros de ça font avec ce logiciel-là, c'est quoi les opportunités. Je pense que ça, c'est un gros départ. Puis une fois que tu sais c'est quoi tes buts, c'est quoi tes possibilités, là, tu es capable d'aller chercher l'information pour t'y rendre. Si tu sais pas c'est quoi tes besoins, c'est impossible pour toi de te former pour te rendre. Non, c'est sûr. Tu vas... C'est des coups d'épée dans l'eau. Là, exact. Puis
mettre les énergies aux bonnes places. On parlait de Youssef Galache tantôt. Ouais. Justement, lui, il a son application que je me souviens pas du nom. Éduc-Finance. Yes, Éduc-Finance de Youssef, pas Youssef Galache. C'est ça, c'est une application pour gestion de finances personnelles qui est vraiment bien fait, que ça a été établi pour des étudiants et tout ça. Puis là, ben, à d'autres niveaux, c'est intéressant d'utiliser. Mais juste ça, niveau personnel, il y a beaucoup de gens qui ont encore un blocage puis un challenge du genre, hey, ça me tente pas de me limiter un budget, de me dire, je sais pas, j'ai 200$ d'activité ou mettons de vêtements achetés par mois ou peu importe. Je trouve ça restrictif, mais en même temps, si tu vas atteindre une certaine liberté financière, surtout quand tu es en affaires, tu n'as pas le choix de catégoriser tes dépenses puis pas d'y aller un peu sans regarder tes chiffres. Ben c'est sûr, là, tu vas être un peu surpris et même beaucoup surpris à la fin du mois. Là. Ben puis, je pense qu'au final, le côté gestion des finances d'affaires, t'es capable. Je trouve que c'est plus facile d'une certaine manière que les finances personnelles parce que c'est vrai. Tu te détaches de ton processus de vie. Ouais. C'est vraiment. Au final, la seule chose qui change par rapport à ton processus de vie, c'est l'argent que tu retires. Que ce soit en salaire, en avance, etc. Je pense que c'est plus facile de standardiser un processus externe qui ne change pas ton quotidien que justement, combien d'abonnements t'es léger, comment je fais mon épicerie ce mois-ci. C'est des décisions qui sont un petit peu plus inconfortables, mais on est bien dans la simplicité. Oui, c'est plus facile. C'est ça, c'est vrai, je suis d'accord. Au niveau, mettons, travailleur autonome, ça peut être mélangeant justement parce que bon. C'est un défi. C'est ça, parce que bon, un compte bancaire et tout ça, mais day one, ce que j'ai fait, moi, c'est d'avoir un autre compte bancaire séparé pour, même si je suis travailleur autonome, de séparer mes dépenses business, personnelles. Ça aide justement là, à. Très bonne décision. Parce que sinon, c'est comme, je sais pas, là, j'étais allé. Ta facture de gaz, t'es-tu vraiment allé voir un client ou t'es allé à ton chalet? C'est bon. C'est la règle numéro 1 en cabinet infonuagique. C'était la règle numéro 1 qu'on donnait aux clients, séparés au niveau des comptes. Si on ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver, mais disons? Ben, premièrement, tu t'en mêles au final. Ça peut être compliqué au niveau des vérifications si jamais tu as des questions. Parce que comme ça s'entremêle, il y a plus de scepticisme par rapport aux dépenses que tu passes. Puis tu peux finir par perdre de l'argent de ce côté-là. Sans parler des pénalités, des intérêts, puis le côté plus fiscal. Là. Mais je pense que le plus gros danger, c'est de finir par sous-utiliser tes dépenses. Parce que dans un lot de dépenses personnelles, c'est tellement facile d'oublier la petite facture que tu as passée pour l'entreprise. Puis à coût de 100, 200$, une quinzaine de fois dans l'année, ben ça revient vraiment dommageable au niveau de ton optimisation d'entreprise, d'oublier ces montants-là, d'aller chercher le maximum de dépenses, autant pour les taxes que pour l'impôt, c'est payant. C'est très, très payant. C'est vraiment ça qui fait une différence. C'est juste taxe et impôt. Si on prend l'exemple d'un travailleur autonome, parce que bon, c'est l'exemple le plus concret, puis il y a beaucoup de gens en affaires qui se lancent en tant que travailleur autonome. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Disons que, je sais pas, mettons, j'ai 1000$ qui rentrent. Quel montant que je devrais mettre de côté pour l'impôt, pour les TPS-TVQ, mettons? Une règle de chiffre, t'as-tu parce que, au final, premièrement, ça dépend, au combien de temps pour les taxes. La majorité des travailleurs autonomes, quand ils au départ, c'est annuel. Oui, c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est de ne pas te tirer dans le pied à long terme, mais en même temps, quand tu viens de démarrer, les fonds peuvent être un gros step pour t'aider à avancer. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de dès le début, te mettre une embûche, puis de prendre 15%, mettre ça dans un compte, puis pas être touché de l'année? Je sais pas. Si tu as la discipline d'être capable d'en prendre plus maintenant puis d'en mettre plus de côté à la fin de l'année, mais la discipline est extrêmement importante pour pas te tirer dans le pied, ben c'est un bonus. Là. C'est de l'argent que tu as en ta possession que tu peux faire fructuer à travers ton entreprise. Il y a ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est hyper payant. Tu as 15% de plus avec quoi jouer pour t'aider à avancer. Ça peut être du marketing pour aller chercher un peu plus de clients. Puis, c'est vrai. Au final, l'argent qui va rentrer par la suite, tu es capable, tu as la possibilité d'en mettre plus de côté. C'est intéressant, puis tu as aussi un cash flow qui est plus élevé si tu veux l'utiliser, c'est des sous-traitants ou des employés à la limite. Là, mais oui, je pense que c'est important, puis parce que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs justement qui ont, qui ont un compte chèque classique d'entreprise, après qui ont un compte épargne ou 2-3 comptes épargne pour séparer l'impôt, l'épargne, peu importe, puis qui, mettons... Sous-optimise ton cash flow, puis le nerf de la guerre, pour 90% des entrepreneurs et des travailleurs autonomes, c'est le cash flow. Le cash flow, parce que le cash flow, c'est un effet de levier pour ton succès.
Que tu aies une différence entre 10 000 et 25 000 dans ton compte, ben, c'est de l'accès au financement, c'est la possibilité de faire les plus grosses dépenses, des plus grosses opportunités. Ça peut être l'opportunité de pouvoir prendre un contrat. Tu sais, je prends, par exemple, déneigement. J'ai un client qui fait du déneigement. Ben, pour pouvoir répondre à un appel d'offres d'une ville, ben, il faut que tu sois capable de prouver que tu as les moyens de prendre les dépenses du contrat puis d'accomplir le travail. Fait qu'il faut que tu aies la capacité de financement. Faut que tu prouves que tu as des liquidités. C'est ça, faut que tu prouves que tu as les liquidités suffisantes pour être capable de mener à bien le contrat, parce qu'ils veulent pas prendre une entreprise qui donne le prix le moins cher, mais qui au final n'est pas capable de se rendre au bout. Ça fait du sens. Fait que tu vois, c'est le coût d'opportunité, ton cash flow. Si tu es capable d'avoir un peu plus de cash flow à court terme, de le faire fructuer, ben c'est l'opportunité à long terme que tu trouves avec ça. C'est toujours une question de discipline au niveau du cash flow. Ouais. Et oui, 100%. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils regardent pas ou qu'ils n'ont pas la discipline, mais c'est comme il arrive la saison des impôts, puis c'est comme, je dois un énorme montant, j'étais pas prêt. Là, ça devient challengeant. Là. Le 5-10 000 d'un dent, c'est dur de se retourner. Mais encore une fois, c'est une question de discipline. Si tu connais tes chiffres à travers l'année, il n'y en a pas de surprise. Non, exact. Tu as eu le temps de te préparer. C'est pas de la magie. Là. C'est pas une journée dans l'année, le chiffre apparaît puis débrouille. Là. Je veux dire, tu as toute l'année pour voir comment ça s'en vient. Au trimestre, là, aux 3 mois. Tu peux le voir, combien tu as fait de revenus cette année. Tu peux estimer selon la bracket si tu es travailleur autonome, puis en tant qu'entreprise aussi. Tu peux estimer selon le taux moyen. Oui, puis même, c'est sûr que tu n'auras peut-être pas un chiffre fiable puis net à la fin, là, mais mettons, tu te dis, tu poses des questions à ChatGPT, voici mes chiffres, in and out, voici ce qui me reste. Comment ils t'estiment que je vais payer d'impôts cette année? Seule affaire avec ChatGPT puis avec plusieurs IA en ce moment, c'est que les règles fiscales changent à chaque année. Puis ils sont pas toujours up-to-date. Entre autres, ChatGPT, je pense qu'au niveau fiscal, c'est les règles de 2021 au Québec qui sont en vigueur. Puis il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau des taux d'imposition. Fait que tu n'auras peut-être pas la réponse exacte de ce que tu veux, mais tous les grands cabinets de ce monde, des Raymond Chabot, des affaires de même, ont des outils en ligne où ce que tu peux rentrer, des calculateurs d'impôts. Où ce que tu peux rentrer tes chiffres, puis tu peux avoir un estimé. Puis sinon, si tu es capable d'utiliser une calculatrice, il y a toujours la table d'imposition qui apparaît à chaque année. Genre, c'est quand même bon. Je pense qu'au mois de mai, elle sort pour l'année d'après. Fait que tu prends ta calcul puis tu fais 19% de taux effectif de ça. Ça se calcule. Peux-tu amener une clarification pour les gens qui écoutent le podcast? Les travailleurs autonomes. Déclaration d'impôt, quand tu vas sur le site du gouvernement, ça dit que les travailleurs autonomes peuvent faire leur déclaration jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. Il y a comme une date limite pour remettre leur déclaration, mais c'est pas nécessairement, à moins que je me trompe, c'est pas nécessairement le paiement d'impôt que tu peux amener jusqu'au mois de juin. C'est quoi un peu la question par rapport à ça? C'est toujours touché, je te dirais. Parce que souvent, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui vont aussi avoir un revenu employé. C'est souvent, surtout les premières années, où tu vas avoir un peu de consultation, tu vas avoir d'autres revenus qui, eux, sont à déclarer pour la fin avril. Je te dirais, au niveau fiscal, déclaration de revenus, tu es toujours mieux plus tôt que tard. Ton année fiscale a fini en décembre, il n'y a absolument aucune raison que tu te rendes jusqu'en juin. On va dire les vraies affaires. Là. Si tu as besoin d'étirer d'une demi-année tes calculs, tu n'es déjà pas en contrôle de tes finances. Exact. Puis, je veux dire, au final, c'est une fausse question. Encore là, c'est que ça devient, tu le fais par obligation. C'est pas un outil pour toi. Non. Fait que déjà là, tu n'es pas dans la bonne game. Tant qu'à moi, tu n'es pas dans la bonne game. J'aime ça, ouais. Non, ça fait beaucoup de sens. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai visiné dans mes médias et tout ça. Fait que c'est juste la notion de payer des TPS TVQ. Ben, c'est niaiseux, mais je l'avais pas avant 3 ans. Puis j'étais comme, oh shit, faut que je le paye. Mettons, mon comptable m'avait conseillé de le faire aux 3 mois pour que ce soit plus simple. Que je fasse pas une surprise à la fin de l'année, que ce soit un gros montant. Puis oui, puis ça m'amène aussi une certaine discipline puis de comprendre un peu mieux les chiffres. Fait que ça aux 3 mois. Puis après, ben oui, tu as l'impôt à la fin de l'année. Mais tout ça, mais c'est comme quand tu es étudiant et tout ça, tu payes pas vraiment tant que ça d'impôt. C'est pas très compliqué. C'est pas quelque chose que tu apprends en termes académiques. C'est vraiment. Tu t'intéresses à ça. Là, toi, tu étudies là-dedans, évidemment. Mais tu sais. Ben, même là, tu n'apprends pas tout. Même au niveau académique, tu n'apprends pas tout. Puis bien fou celui qui sort d'un diplôme collégial en comptabilité puis se dit « Je suis le king entrepreneur du monde et je me pars la business à 100 000 ».
Mais je pense pas que, tu sais, en comptabilité, à moins que tu me trompes, est-ce qu'il y en a beaucoup dans ta cohorte qui se sont lancés en affaires par la suite ou qui... Plusieurs. Je pense que dans le groupe principal de ma cohorte, je pense qu'on était une 60aine au total qui ont fini. Puis je pense que j'en ai vu près d'une dizaine qui ont des projets personnels puis qui se sont lancés là-dedans. C'est hot, ça. À divers niveaux. Mais... Fait que quand même, c'est un bon ratio, mais je pense que ça évolue avec le temps. Ça prend de l'expérience pour avoir une bonne chance au niveau d'être entrepreneur. Là. C'est rare les jeunes entrepreneurs qui ont du succès. C'est vrai, oui, mais c'est pas rare que beaucoup de gens vont se lancer en étant jeunes, mais en fait, qui vont... Après, la statistique, c'est 5 ans. Là. C'est ça. Écoute, de mémoire, la statistique qu'on nous avait donnée, c'était 80% des entreprises ferment en dedans de 2 ans, puis 50% du restant arrêtent leurs activités en dedans de 5 ans. C'est fou, fait que c'est 2 ans. Fait que c'est 10% qui survivent aux 5 ans. Ça, c'est à tout type de niveau. Là. J'imagine quand t'es plus jeune aussi, c'est comme... Parce qu'on s'entend, je veux dire, à moins que t'aies une bad luck, puis pas une bad luck, à moins que t'aies une chance, puis que ça fonctionne vraiment bien, puis dans ta première année, écoute, ça explose, puis ça rentre, là. Mais tu sais, en réalité, moi, ça fait, tu sais, mon cheminement, ça peut-être genre 5 ans, 5 ans concrètement, là. Puis ça a pris 5 ans avant que, tu sais, je sois vraiment un revenu stable, que je puisse vivre confortablement, tu sais, que je... Pas que je suis riche, là, mais tu sais, que je puisse voyager un petit peu, mettre d'argent de côté, tout ça. Ça a pris 5 ans, mais c'est parce que je suis parti de zéro aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le learning curve de quelqu'un qui commence est beaucoup plus long que si c'était ma 3e, 4e business, parce que j'aurais tout le bagage derrière. Fait qu'il faut prendre ça en compte. C'est très facile de s'asseoir sur ses lauriers, puis de prendre un poste employé qui va te donner ton salaire fixe dès la première année, puis juste t'asseoir là, puis faire ce que tu peux, puis prendre ta carrière au fur et à mesure. Il n'y a rien de mal à ça, soit dit en passant, mais ça prend un autre type de courage de se dire je vais faire avec ce que la vie m'amène, je vais probablement avoir à me piler dessus d'une certaine manière pendant un certain temps, puis je vais me rendre à un niveau de succès qui est autre avec le temps. Mais je pense que tu te bats tout le temps un peu contre... dans le fond, tu te bats contre l'impression que les gens ont de toi quand tu es jeune en business. Ta crédibilité est autre. Je pense que à face value, tu n'es pas pris de la même manière. Mais dès que tu commences à communiquer avec quelqu'un, je pense que c'est là que la personne est capable de voir ta vraie valeur. Puis, 100%, parce que comme on disait, on juge souvent quand on rencontre la première personne et qu'on parle pas, mettons, dans une activité de réseautage. Tu veux réseauter, c'est comme un petit jeune qui vient me parler, puis après tu commences à discuter, puis c'est comme, attends, il est vite, là. Il est intéressant, même qu'il fait pas son âge par rapport à ça, puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises, puis tu sais, j'ai eu autant de clients dans la soixantaine que dans la vingtaine que dans la trentaine, puis la relation est la même, là, dans le sens, on dirait que quand on est jeune, on a peur justement de se faire juger, tu sais, je suis qui, moi, c'est quoi le syndrome de l'imposteur, mais en réalité, ton expérience va parler, tu sais. Ta confiance aussi. Mais en service, c'est vraiment particulier. Tu as donné un exemple, là, moi, mon taux de conversion, une fois que je parle avec un client, j'ai un meeting exploratoire d'une trentaine de minutes avec, c'est 96%. 96% des gens à qui je parle finissent par être mes clients. Insane. Je pense que c'est là que tu réalises à quel point t'as 23 ans. Ta vraie job, c'est de commencer des conversations. Oui, 100%. Puis les gens, ils disent, tu sais, la vente, c'est tout un concept, là, mais peu importe. Prends le temps de jaser avec les gens. Je pense que c'est la base. Là. Tant que tu as des challenges à aller chercher des ventes, book-toi des meetings avec les gens. C'est juste une discussion ouverte. LinkedIn, c'est un excellent réseau social. C'est ça que je conseille. À la base, casse-toi pas la tête. Là. Fais-toi des plages horaires disponibles, puis prends des petits 30 minutes à parler. Mettons, tu es un propriétaire d'entreprise X que tu aimerais potentiellement travailler avec lui pour ton marketing, par exemple. Ben, prends le temps de jaser avec lui, d'apprendre à connaître c'est quoi son background, son parcours et tout ça, etc. Puis il y a une question magique que tu peux poser à la fin de la réponse, c'est que, écoute, moi, voici mes services, voici ce qu'on fait. Est-ce que ça serait un intérêt pour toi? Sinon, c'est pas plus grave que ça. Est-ce que tu connais... Pourquoi? Right? Puis est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau qui serait potentiellement intéressé? Fait que probablement qu'il va peut-être te dire non, qu'il n'y en a pas de besoin, mais je connais potentiellement quelqu'un. Fait que là, ça donne un lead potentiel. Absolument. C'est en essayant des choses puis en étant actif sur les réseaux, en créant du contenu, mais de te mettre out there puis de jaser avec les gens, c'est la base entrepreneuriale. Il faut que tu sois audacieux parce que... Puis je sais pas toi, moi personnellement, je suis vraiment pas tant vendeur. OK, c'est zéro mon instinct premier. Mais j'ai trouvé que quand tu es bien par rapport à toi-même, par rapport au service que tu offres, tu es confiant par rapport à ça,
t'as pas besoin de te vendre. Non, ça se vend 100%. pas mal tout seul. Tant que tu es capable de partir des conversations, de profiter de tes chances, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de code pour essayer d'entourlouper quelqu'un puis de le convaincre. C'est pas ça la mission. Si tu offres le bon service, tu le présentes de la bonne manière, ça se fait tout seul. Puis il y a la fameuse question du prix, mais moi, je pense qu'un prix, c'est subjectif. Justement, j'ai eu une expérience cette semaine d'une cliente pour le podcast. J'ai dit, bon, parfait, nous, on fait 8 capsules, c'est 100 $ par capsule pour le podcast, etc. Puis là, elle m'a dit, parfait, on va prendre telle quantité de capsules, parfait, on y va pour ça. À la fin, elle m'a renvoyé un petit message par Messenger quelques jours après pour me dire, écoute, tantôt, je suis pas nécessairement prêt à mettre 100 $ par capsule. Es-tu prêt à réduire ton prix à 70 $ par capsule? J'ai dit, tu sais, t'es pas obligé d'en prendre 8, ça c'est à la base. Mais je descendrai pas mon prix par capsule parce que ça prend les coûts de production, le temps, avec mon invité, tout ça prend en compte. Fait que je peux pas me permettre de réduire mes coûts, mais en même temps, t'es pas obligé d'en prendre 8 non plus. Fait que selon tes besoins, tu me dis par la suite, mais je descendrai pas mes prix. Mais ça, à une autre époque, j'aurais peut-être dit oui. Tu dire, je comprends, on va prendre à 70. C'est facile de je m'excuse, dire, mais non. Là, on va le prendre, je suis pas sûr. Ou un rabais, j'en ai beaucoup des amis. Je peux prendre un rabais d'amis, mais doesn't work like that. Je m'excuse. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, j'ai une mentalité vraiment très, très définie là-dessus. J'ai toujours considéré que le bon client est toujours plus payant que le plus de clients. Je pense que moi, je suis prêt à refuser 4 clients qui veulent à peu près ce que j'offre puis qui sont à peu près prêts à payer ce que je demande pour perdre de l'argent au final, 100%. mais prendre un bon client qui a la même mentalité que moi puis qui est prêt à payer le prix parce qu'il voit la valeur. C'est ça. Puis je pense qu'à la base, quelqu'un qui gosse un petit peu sur ton prix, ça augure pas bien pour la relation avec ton client. T'sais, je pense que tu peux t'imaginer un petit peu plus de complications, plus de questionnements, plus de doutes, parce qu'il n'y a pas cette confiance-là dès le début. Fait que je pense que déjà là... C'est la valorisation de ce que tu apportes. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle n'est déjà pas là. Ta première communication avec la personne, tu sais qu'elle ne valorise pas ce que tu apportes à la même manière que toi, tu le valorises. Exact. Parce que si tu sais ton prix, tu ne l'as pas sorti de ton cul. Là. Ben non, c'est calculé. C'est pas, tu l'as comparé au marché. Tu t'es dit, moi, ce que je donne, exact, comme valeur. C'est ça que ça vaut. Fait que si quelqu'un me dit, moi, je trouve que ça vaut ça, mais ta relation d'affaires, on fera pas affaire ensemble. Elle est déjà dans la poubelle. Là. C'est pas que je t'aime pas, mais tu sais, si tu crois pas à notre offre, c'est pas problème. T'sais, on va passer un autre appel, puis peut-être plus tard, tu vas être capable si ça t'intéresse, mais pour le moment, il n'y a pas de fit, puis il n'y a pas de mauvaise relation, là, je crois. Là. C'est juste comme, c'est un fit actuel, ça fonctionne pas. Absolument. Fait que, soyez à l'aise avec vos capacités, puis à ce que vous offrez. Faut pas s'undersell. Il va toujours avoir des gens qui vont dire, je connais quelqu'un qui fait ça moins cher. Vas-y, man. J'aime pas ce qu'il offre, là, puis vas-y, puis reviens-moi quand tu n'auras pas le bon service, puis tu verras la valeur de ce que c'est du vrai service. Ben oui, 100%. Fait que je suis pas d'accord. Justement, un bon exemple de ça, c'est le domaine du coaching. Coaching d'affaires, consultation, accompagnement. Mais je veux dire, quelqu'un qui charge 100$, quelqu'un qui charge 10 000$, c'est sûr, il faut qu'il y ait une certaine préparation, là, considérant ces chiffres-là, mais peu importe, il y a une certaine valeur. S'il y a un bon fit avec la personne, ça peut être une valeur ajoutée incroyable. Il peut faire peut-être x3 ton revenu annuel là, si tu t'investissais tel montant. Fait qu'il faut prendre ça en compte aussi. Là. Je trouve qu'en comptabilité, c'est encore plus vrai. C'est très punitif d'avoir les mauvais services. Le niveau fiscal vient te ramasser assez rapidement. Puis si ta comptabilité est mal faite, c'est plus juste un fardeau, c'est un problème. 100%. Puis le problème, parfois, peut prendre 2 fois plus de temps à rectifier qu'à le faire. Fait que, si ça a pris 5 heures, ça se peut que ça en prenne 10 le démêler. Ça monte vite en termes de prix. D'avoir sauvé ton 50$ de l'heure ou ton 15$ de l'heure, tu rentabilises pas pantoute là, au final. Là. Non, 100%. Écoute, Max, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. J'ai 2 dernières questions pour toi. Vas-y. À 23 ans, c'est quoi ta vision du succès? Je pense que ma vision du succès, c'est l'impact qu'on a sur le monde autour de nous. Nice. Je pense que pour moi, le succès, c'est d'avoir décuplé tes capacités à travers les gens. L'exemple que j'ai, là, c'est tu peux construire des maisons tout seul. Tu peux faire de A à Z, construire des maisons une par une, puis tu peux faire ça toute ta vie, puis tu vas peut-être en construire, je sais pas, 200. Mais si
t'enseignes à 30 personnes par année comment bien bâtir des maisons, ben tu vas participer à la construction des milliers de maisons à travers ta vie. C'est fou. Puis moi, c'est ça la manière que je vois mes services en tant qu'aide à l'entrepreneuriat. Ben, c'est pas juste que moi j'accomplis en tant qu'individu, c'est comment je permets aux autres personnes d'atteindre leur plein potentiel aussi. Puis la somme de tout ça, je trouve que ça s'ajoute à ce que moi je fais. Ça s'ajoute à mon succès personnel. J'ai participé à ça. Puis la somme de tout ça, pour moi, c'est ça du succès. C'est pas juste individuellement, c'est au bénéfice de l'humanité au complet, au final. C'est l'impact que tu as. On parlait de la petite flamme pendant le meeting, mais c'est ça. C'est quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu ressens? Ben, c'est ce plaisir-là, puis c'est une manière aussi de se faire payer. T'sais, oui, on veut faire tous de l'argent et tout ça, c'est normal, mais c'est éphémère. C'est plus, c'est éphémère, exactement. C'est un chiffre dans ton compte bancaire. Fait que, qu'est-ce qui reste dans le temps, c'est ce que les gens vont se souvenir de l'accompagnement ou le service que tu as offert, puis l'impact que tu as eu sur cette personne-là. C'est ça qui est important, puis c'est un peu pour ça que je pose cette question-là, parce que on associe souvent succès avec argent ou bien matériel, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais ça aide à révolutionner des industries, ça aide à... Tu sais, ça amène la société vers le haut. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure gratification en tant qu'individu de la société que de faire bénéficier tout le monde. Pour moi, c'est l'objectif final. Fucking nice, man. Nice, j'adore. Évidemment, la dernière question que je t'avais partagée dans notre meeting, c'est la suivante. Fait que disons que tu avais la possibilité de parler à une version de toi-même qui commençait sa technique en comptabilité. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Je pense que c'est profiter de chaque moment puis d'en tirer le plus possible. C'est facile de coaster. Tu sais, dans un long processus, c'est facile de ne pas bénéficier pleinement de ce qui est en avant de toi. Puis au long terme, ça devient pesant. Tu sais, le coût d'opportunité de ne pas pousser à fond, il est très élevé. Puis je pense aussi c'est d'apprendre plus rapidement à se respecter, tu sais, à jouer les bonnes cartes puis à récupérer. Ça te permet, ton 100% devient un 150%. Puis 100% d'être à 50%, ça reste 50%. Fait que de ramener tes batteries à 100%, c'est extrêmement payant. Oui, c'est payant le long terme. Oui, vraiment. On ne le voit pas. Puis je pense que ça peut être justement facile de prioriser notre business avant nous-mêmes, jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus, jusqu'à temps que ton corps te dise « Hey, attends, en fait, ton corps va te forcer à prendre un break, puis ça sera pas le fun. » La santé va toujours valoir plus que d'avoir réussi à faire une coupe de piastres. Exact. Est-ce que ça vaut le 3 000, 4 000 piastres de plus par mois? Zéro. Fait que Max, ça a été vraiment un plaisir. J'étais content de m'avoir assis avec toi, puis j'avais hâte à notre épisode. Je veux dire, c'est le premier de la journée. Puis, je sais pas, c'était bien, c'était calme, c'était posé, c'était éducationnel. Puis on a je pense qu'on a donné beaucoup de trucs au niveau finances pour optimiser ton entreprise. Puis on va pouvoir s'asseoir aussi par rapport à ça pour la mienne. Mais, avec grand plaisir. Mais écoute, t'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? 100%. Puis écoute, moi, ça en va directement dans ma vision du succès. Tu sais, si ça peut aider 2-3 personnes, 100, 200, tu sais, peu importe le chiffre. Le but, c'est d'amener tout le monde vers le haut. Exactement. Puis je pense que c'est la beauté du format qu'on fait, c'est d'en apprendre plus sur t'es qui toi, tu sais. C'est parce que oui, comptabilité, parfait. OK, accompagnement, optimisation, super. Mais pourquoi moi je voudrais travailler avec Maxime? C'est ça qu'on veut savoir, je pense. L'individu en arrière du service. C'est la beauté du personal branding, puis on fait ça aujourd'hui ensemble. Fait que, bref, c'est comme je t'ai dit tantôt, évidemment, moi je fais toujours un part 2 dans 6 mois. Fait que les nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans ta business et tout ça. Fait que je serais toujours très ouvert à te recevoir dans le studio pour une deuxième fois, là, c'est sûr. Avec grand plaisir. Je pense que on a toujours des bonnes conversations. Fait que... Ben oui, on pourrait se préparer aussi d'autres sujets, des choses que je veux peut-être t'amener concrètement, des trucs, ou même des success stories, on n'a pas parlé de ça, mais avec tes clients, ça pourrait être nice d'afficher ça. Fait que bref, on pourra en parler dans un autre meeting, mais merci encore pour ton temps, c'est très apprécié. Merci à toi. Of course. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.